Bienvenue à toutes et à tous à la Francophonie canadienne en action vers l'atteinte des ODD, notre panel de ce matin. Je m'appelle Ashley Byrne, je suis la coordinatrice du réseau intersectoriel francophone pour les objectifs de développement durable ou, comme on le connaît, le réseau DD. Le réseau DD est l'initiateur de cette activité aujourd'hui. Et c'est une activité qui rentre dans sa programmation du mois des ODD. Le mois des ODD, c'est un événement annuel organisé par SDSN Canada et ses collaborateurs qui encourage les universités à mettre en place une programmation concernant les ODD pendant le mois de mars. Le réseau DD, par contre, offre une programmation tout au long de l'année sur le sujet des ODD et les enjeux connexes. Alors, je vais vous parler un petit peu plus tard, peut-être vers la fin de l'activité. euh, je vais vous présenter comment vous pouvez devenir membre du réseau DD et comment rester à l'affût de nos différentes activités. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos panélistes et notre animateur de leur présence aujourd'hui. Il est certain que leurs diverses perspectives vont alimenter un dialogue riche sur le rôle de leurs organisations respectives et de la francophonie collective dans l'avancement des objectifs de développement durable, 17 objectifs ambitieux pour mettre l'humanité sur une voie de développement plus durable pour répondre aux besoins actuels sans nuire à la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Je remercie également le gouvernement du Québec qui soutient cette initiative dans le cadre des activités de la Journée québécoise de la francophonie canadienne. Je vais partager un lien dans le clavardage tantôt qui mène vers la page web de la Journée québécoise de la francophonie. Il y a plusieurs activités culturelles organisées dans le cadre de cet événement qui auront lieu dans les prochains jours. Alors, je vous encourage d'en prendre compte. Je passerai la parole dans un instant à notre animateur du panel, François Roch. Euh, Peut-être avant de présenter François, je vais laisser la parole pendant une minute à Mercedes Morin, qui est la directrice de l'unité des objectifs de développement durable au gouvernement du Canada. Donc, Mercedes, je ne sais pas si tu veux prendre une petite minute pour parler de l'unité des ODD, puis votre rôle dans la francophonie au Canada aussi par rapport aux objectifs Absolument. de développement durable. Merci, Ashley. Ça fait plaisir de voir tout le monde rassemblé aujourd'hui. Je trouve que c'est important de parler non seulement des ODD, mais aussi comment ça s'applique dans la francophonie canadienne. J'applaudis l'effort de l'Université Laval de vouloir rassembler non seulement la francophonie au Québec, mais aussi la francophonie tu sais, at large au Canada parce que c'est important, puis je le sais qu'il y a un réseau de francophones à travers le Canada qui ont besoin de connecter, qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin de faire partie du dialogue aussi. L'unité des objectifs de développement durable, qui est l'unité qui coordonne le rapport sur les objectifs de développement durable, non seulement aux Nations Unies, mais aussi aux Canadiens à chaque année qui fait en sorte de prendre tout ce que la société civile fait pour avancer les ODD, mais aussi le gouvernement canadien fait pour avancer les ODD et rapporte aux Canadiens à chaque année. Et on a une entente avec Statistics Canada, l'agence de statistiques officielle, qui est notre gardien des données pour les objectifs de développement durable et on travaille avec eux spécifiquement pour faire en sorte de pouvoir mesurer les objectifs de développement durable avec des indicateurs spécifiques et avec des cibles spécifiques pour les 17 ODD. Donc, pour moi, la session d'aujourd'hui, c'est vraiment pour en apprendre plus. On a des experts sur le terrain qui fait en sorte d'avancer le travail. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir entendre c'est quoi la conversation au niveau de la francophonie canadienne pour avancer les ODD. Donc, je me sens privilégiée, merci à l'Université Laval de pouvoir organiser cet événement-ci. Je sais que le mois des ODD est important. On est le 18 mars. Nous aussi, à l'unité des ODD au gouvernement canadien, on fait en sorte d'essayer de supporter des initiatives et des activités à travers le Canada pour faire certain que le plus de gens possible connaissent les ODD et sachent comment mesurer les ODD. Donc, de retour à toi, Ashley. Merci beaucoup. Merci, Mercedes. Je vais repartager mon écran. Puis, comme j'ai dit, je vais introduire rapidement notre animateur François. Donc, François Roch, il est
je vais te remercier encore une fois, François, d'avoir accepté d'être animateur aujourd'hui. Il est co-directeur de l'Observatoire sur l'agenda 2030 des Nations Unies, qui est une des organisations fortement impliquées dans le réseau d'aides depuis son lancement en 2024, notamment en tant que membre du comité d'orientation du réseau d'aides. François est aussi professeur titulaire de droit international public au département des sciences juridiques de l'UQAM et diplômé de l'Université Paris-Sud, où il a obtenu son doctorat. Il détient un bac en sciences juridiques et une maîtrise en droit international public de l'UQAM, ainsi qu'une maîtrise en droit des affaires de l'Université de Montréal. Il est avocat, membre du barreau du Québec entre 2001 et 2012, et depuis 2008, il est professeur à la Faculté des sciences politiques et de droit de l'UQAM. Et dans le cadre de ses activités professorales, il fut directeur du programme du baccalauréat en relations internationales et droit international, et il est directeur du département des sciences juridiques. Il est aussi très impliqué dans de nombreuses instances et regroupements concernant la communauté des internationalistes québécoises. Et ses domaines d'expertise sont le droit international public général, le droit international et le développement, le droit des organisations internationales, les règlements pacifiques des différends internationaux et les mécanismes de sécurité collective. Alors, merci François. Je vais te céder la parole pour la suite. Merci beaucoup, Ashley. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce panel sur la francophonie et l'atteinte des ODD. Donc, en ce mois des ODD et en ce mois de la francophonie, c'est un grand plaisir pour moi d'agir à titre d'animateur. Écoutez, je suis professeur de carrière, non pas animateur, donc je vais faire de mon mieux pour bien animer la période de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de dire quelques mots de présentation sur nos panélistes, puis ensuite, dire quelques mots sur le déroulement. Donc, en ce qui concerne nos panélistes, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quatre panélistes de qualité. Donc, tout d'abord, M. David Tremblay. M. Tremblay est président fondateur de FODI, où il agit comme consultant en développement durable. M. Tremblay est docteur en sciences de l'environnement, expert de l'accompagnement des organisations pour la mise en œuvre du développement durable. Donc, son expertise porte sur les outils, la gouvernance, l'engagement des parties prenantes dans les enjeux de durabilité. Et depuis 15 ans maintenant, il accompagne diverses organisations locales, nationales et internationales sur les enjeux de développement durable, en outre dans leur démarche de planification stratégique. Donc, merci beaucoup, Dr. Tremblay, d'être avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Notre deuxième panéliste est le professeur agrégé Juste Rajaonson. Le professeur Rajaonson est professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'ESG et chercheur membre de l'Institut EDS. Financé par le Fonds de recherche du Québec et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, ses recherches portent sur les stratégies et métriques de durabilité et l'économie circulaire en milieu urbain. Donc, professeur Raja Hanson, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde. Notre troisième panéliste est M. Jean Martel. Coach en développement durable chez Evol depuis maintenant 3 ans, il accompagne l'ensemble de l'équipe dans l'intégration des principes du développement durable afin de maximiser l'impact social et environnemental des entreprises soutenues par Evol. Grâce à son expertise, son leadership stratégique et ses talents de pédagogue, il a contribué à de nombreuses initiatives et guidé plusieurs organisations, entreprises, villes, MRC, vers une adoption réussie en matière de développement durable. Son approche innovante et sa vision globale font de lui, un allié précieux pour bâtir une économie plus juste et inclusive. Et enfin, notre dernière panéliste, et non la moindre, Madame Michel Asselin, pardon. Michel Asselin est impliqué depuis plus de 30 ans dans le mouvement des femmes. C'est une personne qui est reconnue pour son leadership et son engagement de longue date. Souvenez-vous que dès 2000, elle avait largement contribué à l'organisation de la Marche mondiale des femmes, qui est un réseau international qu'elle a contribué à fonder en 2000. Elle est actuellement directrice de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'AQOCI, et ce depuis 2015. À ce titre, elle a coordonné avec les membres l'élaboration de nouvelles visions stratégiques de l'association. Elle a largement contribué aussi à la création du Fonds d'investissement solidaire international du Québec, le FISQ. Elle a soutenu le développement de l'orientation d'éducation à la citoyenneté mondiale de l'association. Entre 2000 et 2015,
2015, elle a aussi dirigé le Centre international de solidarité ouvrière, un organisme qui regroupe les organisations syndicales québécoises qui intervient principalement sur les questions reliées au travail décent. Donc, on sait que c'est un des ODD, l'ODD 8, justement, sur la croissance et le travail décent. Elle y a notamment appuyé la Coalition québécoise contre les ateliers de misère, une table de concertation qui réunit une trentaine de syndicats et d'ONG sur la responsabilité sociale des entreprises. Et sachez également qu'elle a réalisé 3 mandats à titre de présidente de la Fédération des femmes du Québec entre 2003 et 2009. Donc, elle a marqué l'histoire de la Fédération et du mouvement féministe québécois, notamment par l'élaboration et la signature d'un protocole important de solidarité mutuelle avec l'organisme Femmes autochtones du Québec. Donc, nous avons 4 panélistes de grande qualité que je remercie encore très chaleureusement. Et je remercie également Ashley pour l'invitation et l'Université Laval, l'Institut EDS et évidemment le réseau d'aider d'avoir pensé organiser une telle table ronde sous le thème du rôle de la francophonie canadienne en lien avec la réalisation des ODD. Donc, en ce qui concerne le déroulement de la table ronde, on va commencer par un tour de table qui va prendre peut-être une quinzaine de minutes. Donc, je vais me permettre de poser une question commune à l'ensemble de nos panélistes. Et par la suite, je vais aborder différentes questions de façon plus spécifique avec chacun des panélistes. Et on terminera la période de questions avec une autre question commune et une question, bon, je ne vous dis pas tout de suite, là, je vole un peu le punch, mais disons que c'est une question qui va porter sur l'espoir. Donc, dans un contexte où, justement, il y a tout lieu d'être pessimiste sur la réalisation d'un programme comme l'Agenda 2030, ben, peut-on justement anticiper, est-ce qu'on peut mettre en relief certaines notes d'espoir concernant justement la mise en œuvre des ODD? Pour fin de rappel à ce titre-là, donc avant de poser la première question à nos panélistes, juste rappeler que l'Agenda 2030 des Nations Unies, c'est un programme qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015. C'est un programme qui, au final, qui est très ambitieux et qui souhaitait mobiliser sur une période de 15 ans une somme d'environ 90 milliards de dollars. Donc, c'est l'estimation qu'en avait fait l'Assemblée générale des Nations Unies peu de temps après l'adoption du programme. Donc, c'est un programme qui comprend 17 objectifs, 169 cibles, 232 indicateurs statistiques. C'est un programme qui est très ambitieux, mais qui a rencontré beaucoup d'obstacles depuis sa mise en œuvre. La pandémie de COVID-19 a fait partie des grands obstacles, mais il y a beaucoup d'autres enjeux et obstacles qu'on peut observer et qui ont freiné la mise en œuvre du programme. Donc, dans le dernier rapport annuel sur les ODD, j'aime à rappeler que l'Assemblée générale des Nations unies et le Forum de haut niveau sur le développement durable estiment en ce moment qu'il y a à peu près 17% des objectifs seulement qui vont être atteints pour 2030. Donc, au-delà de ces enjeux-là et de ces difficultés-là, je pense que c'est important quand même la discussion qu'on va avoir aujourd'hui parce que les enjeux en matière de développement durable sont extrêmement complexes et que l'ONU ne va pas arrêter d'adopter ou d'élaborer des stratégies en matière de développement. J'aime à rappeler également que le programme des ODD est la 6e stratégie internationale en matière de développement, que l'ONU a déjà adopté les 4 décennies internationales pour le développement entre les années 60 et 2000 et avait également adopté le programme des OMD pour la période 2000-2015. Donc, il y a tout lieu de réfléchir à la façon dont va être mis en œuvre le programme des ODD pour la période 2025-2030, mais on sait que l'Organisation des Nations Unies va continuer à s'intéresser au développement bien au-delà de 2030. Donc, sans plus tarder, je me tourne vers nos panélistes et je leur pose une première question générale qui leur permettra aussi de dire quelques mots sur les différents organismes pour lesquels ils travaillent. Donc, chers panélistes, pouvez-vous nous présenter sommairement votre organisation et vos travaux et des exemples concrets de projets ou d'initiatives sur lesquels vous avez travaillé et qui ont eu un impact sur l'avancement des ODD au Canada, dans la francophonie canadienne ou même à l'international? Donc, je commencerai par le docteur David Tremblay, puis ensuite je donnerai la parole aux autres panélistes. Donc, docteur Tremblay, la parole est à vous. Merci, M. Roch. Donc, premièrement, j'aimerais remercier le réseau des dés pour l'invitation, ainsi qu'à tous les panélistes, M. Roch comme animateur, et tous les participants pour participer au panel.
D'entrée de jeu, j'aimerais mentionner que je porte plusieurs chapeaux dans ma vie professionnelle, mais principalement, comme on le mentionnait, je suis président fondateur de FODSI, une entreprise de consultants en développement durable, qui est une jeune pousse qui existe depuis seulement un an, mais derrière ça, FODSI, c'est moi. Donc, moi, c'est 15 ans d'expérience, si on peut dire, là, dans l'accompagnement du développement durable. Le programme 2030, les ODD, c'est mon terrain de jeu depuis 2015. J'ai fait mon doctorat en sciences de l'environnement entre 2015 et 2021 et ma thèse portait sur l'analyse systémique de la durabilité pour l'opérationnalisation des objectifs de développement durable. Dans le cadre de mon doctorat, j'ai fait un stage aux Nations Unies, au programme des Nations Unies pour le développement. J'ai contribué aussi à 3 forums politiques de haut niveau, principalement via une collaboration que j'ai eue avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organisme subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Avec l'Institut, l'IFDD, j'ai contribué au développement et à l'adaptation de différents outils de développement durable, sans faire une définition de tous ces outils. La grille de priorisation des cibles des ODD est utilisée à différentes échelles, internationales, nationales et locales. La grille d'analyse de développement durable développée à la Chambre éco-conseil qu'on a adaptée au programme 2030, ainsi que la fiche de gouvernance du développement durable, qui est un autre outil qu'on a développé en partenariat avec la francophonie, qui a été aussi adapté au programme 2030. Dans mon doctorat, j'ai eu l'opportunité d'accompagner la Ville de Québec dans le développement de leur stratégie de développement durable qui était alignée sur les ODD. Dans le cadre de cet accompagnement, ça a été une étude de cas finalement qui m'a permis de faire une publication scientifique pour parler de localisation des ODD. Personnellement, j'insiste beaucoup sur 3 éléments quand je vais parler de localisation des ODD. Je vais beaucoup parler de contextualiser le programme 2030, de l'adapter et de prioriser les cibles des ODD. En ce moment, je travaille toujours avec la chaire, en partenariat avec la chaire en éco-conseil de l'UQAC, avec la ville de Victoriaville, toujours pour développer une stratégie de développement durable qui s'aligne sur les ODD. Euh, L'année passée, j'ai aussi travaillé avec l'Institut EDS de l'Université Laval pour développer un répertoire d'indicateurs pour l'échelle locale et on a pu mettre en œuvre ce répertoire-là en accompagnant la ville de Baie-Saint-Paul. J'ai aussi travaillé sur deux projets mi-taxe, un dans le cadre de mon doctorat où l'idée était aussi de localiser le programme des ODD et leurs cibles à l'échelle organisationnelle. Et pour ça, dans un premier temps, on a travaillé avec l'écosystème aluminium canadien pour adapter le contenu des cibles des ODD à la réalité des entreprises qui font partie du cycle de vie de la fabrication de l'aluminium. Donc, c'est un autre exemple de localisation des ODD. Et finalement, dans un dernier projet de recherche postdoctorale, j'ai travaillé avec l'industrie portuaire canadienne pour encore une fois adapter les libellés des cibles des ODD à leur activité économique. Donc, tout ça dans l'objectif d'adapter l'outil de grille de priorisation des ODD pour aider les autorités portuaires canadiennes à aligner leur stratégie de durabilité sur le programme 2030 et les cibles des ODD. Donc, l'idée aussi derrière ça, c'est d'encourager les organisations, les entreprises, les différents secteurs d'activité économique à aligner leur durabilité sur le programme 2030, mais aussi à pouvoir faire une reddition de compte, si possible, à l'échelle fédérale, qui va faire une reddition de compte aux Nations Unies. Donc, au niveau de l'industrie portuaire canadienne, c'était vraiment de dire comment les ports contribuent à l'atteinte nationale des cibles au niveau du Canada. Donc, c'est un peu dans cette direction-là que je travaille, beaucoup en accompagnement des villes, des entreprises et des organisations, et beaucoup de sensibilisation aussi, beaucoup d'accompagnement avec les différents acteurs, et toujours pour pouvoir intégrer les ODD dans les planifications de durabilité. Juste un dernier mot sur l'approche qui est développée avec les autorités portuaires canadiennes. C'est une approche qu'on souhaite, qui est réplicable, mais qu'on aimerait justement mettre en œuvre là, avec différents secteurs d'activité économique pour mobiliser les entreprises et le secteur privé dans la mise en œuvre des ODD. Donc, sommairement, ça peut ressembler à ça, les activités.
Merci beaucoup, Docteur Tremblay. Donc, je donne la parole maintenant au professeur Juste Rajaramson. Oui, merci beaucoup. Écoutez, de mon côté, comme professeur, mon apport à l'avancement des ODD se situe à deux niveaux. Donc, la première, c'est la formation et la sensibilisation, évidemment. Et nous, comme exemple, à l'école des sciences de la gestion, on a un cours en fait que je coordonne qui s'applique à tous les étudiants de tous les programmes finance, comptabilité, marketing, tout ce que vous voulez, qui doivent finalement suivre mon cours en développement durable et gestion. Et l'idée, justement, c'est qu'il y a à peu près 500 étudiants par année, en fait, qui doivent obligatoirement m'écouter à parler de développement durable et gestion. Donc, je pense que la formation et la sensibilisation, c'est vraiment quelque chose de très important d'ailleurs pour préparer les futurs professionnels, experts, décideurs à prendre de meilleures décisions axées sur les objectifs de développement durable. Donc ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième, évidemment, c'est la recherche universitaire et les collaborations de recherche. Donc l'idée, c'est de mettre mon expertise et mes intérêts au service de l'avancement des connaissances. Et présentement, là, pour faire relativement court, je m'intéresse beaucoup au potentiel, aux apports et aux limites en fait des nouvelles technologies pour soutenir la recension, l'analyse des actions municipales en matière de développement durable. Donc, on se pose beaucoup de questions. Que font les municipalités et qu'est-ce qu'elles font en développement durable? Et elles font beaucoup de choses, mais on n'en sait pas trop parce qu'il n'y a pas suffisamment de données. Donc, il y a peut-être là un potentiel, en tout cas, des nouvelles technologies pour les aider à faire un bilan, en fait, des actions, à connaître qu'est-ce qui se fait ailleurs et par la suite euh, permettre de faire fructifier justement ces initiatives-là grâce au partage d'expériences entre municipalités. Donc, principalement, c'est ces deux niveaux-là, formation, sensibilisation et recherche universitaire. Merci beaucoup, professeur. Je me tourne vers notre troisième panéliste, Monsieur Jean Martel. La parole est à vous. Allô tout le monde. Alors, content de vous entendre. Je sors un peu du monde universitaire de mon côté. En fait, je travaille pour Evol Financement, donc une organisation d'impact qui finance des entrepreneurs et qui a, je dirais, deux critères à prime abord pour le financement. Un, d'avoir des entrepreneurs qui désirent s'engager à augmenter leur maturité en développement durable dans le cadre du cadre de référence des ODD. Et deuxièmement aussi, de financer des entrepreneurs qui sont sous-représentés en entrepreneuriat. Donc, il faut savoir qu'Evol est la succession, je dirais, ou l'évolution, pour faire un jeu de mots, de Femmes et Sœurs qui se consacraient à l'entrepreneuriat féminin. Mais avec Evol, on élargit la masse critique vers les autres membres de d'autres diversités pour justement favoriser leur présence en entrepreneuriat. Alors, ben voilà, ça c'est pour Evol. Donc, il y a beaucoup d'outils quand on va parler peut-être plus tard dans les questions de ce qu'on met en place, mais donc on fait du financement accompagné, c'est-à-dire c'est une organisation qui a des partenaires financiers avec un fonds d'impact pour justement avoir cette, euh, cette transformation de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on cherche chez Evol, hein, c'est de transformer l'entrepreneuriat pour qu'il devienne plus inclusif, diversifié et durable. Et les ODD sont notre cadre de référence pour y arriver. Donc, de mon côté, l'Alma Mater et l'Université Laval, quand j'ai terminé en 92, on commençait à parler de développement durable. C'était le début. Dans la faculté d'agronomie, il y avait un cours d'agro-environnement que j'ai pris, mais c'est ce qui distinguait un peu la tangente vers le développement durable. Et par la suite, j'ai beaucoup été impliqué au privé, autant dans le volet de l'industrie agroalimentaire, principalement la pomme de terre, où là, j'ai eu des actions de la recherche et développement en termes de nouvelles variétés de pommes de terre. Et à l'époque, on parlait de réchauffement climatique. Donc là, on cherchait des gènes ou des façons d'améliorer la tolérance à la sécheresse des nouvelles variétés de pommes de terre. Et à travers ça, ben,
Dans le volet de l'usine, j'ai beaucoup travaillé à la conservation de l'eau, surtout, et par la suite, beaucoup de consultations avec des organisations, là, comme on disait tout à l'heure. Fait que c'est un peu ça mon parcours, je ne prendrai pas trop de temps, mais pour Evol, ben, vraiment, on va avoir l'occasion de reparler tantôt de ce qu'on met en place là, pour favoriser justement cette incarnation-là qui n'est pas si évidente que ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Martel. Écoutez, vous avez bien fait de rappeler 1992, hein, le rapport Brundtland, c'est en 87, mais 92, c'est le sommet de Rio. Donc, on a adopté la Convention cadre sur les changements climatiques, sur la biodiversité et des instruments de soft law là, sur la désertification, la déforestation. Donc, c'est effectivement un moment important, mais ça nous ramène au début là, du concept de développement durable, puis l'impact qu'un tel concept peut pu avoir là, sur l'évolution du développement. Est-ce que notre quatrième panéliste, qui semble avoir eu un souci de connexion, est-ce qu'elle est avec nous, Ashley? Non, elle n'est pas revenue encore. Je suis en train d'essayer de la rejoindre pour... Très bien. Donc, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est que dès qu'elle pourra se reconnecter, je lui poserai la même question que je vous ai posée. Donc, je propose qu'on passe à la deuxième partie de notre table ronde. Donc, j'ai prévu quelques questions un peu plus spécifiques pour chacun des panélistes en fonction de leur champ d'expertise, en fonction de leur pratique. Donc, je vais me tourner dans un premier temps vers le docteur David Tremblay. Donc, j'ai des questions à poser concernant l'universalité postulée de l'Agenda 2030, l'impact des crises actuelles sur le programme, sur le principe d'intégration, puis la diffusion puis l'adhésion à l'Agenda 2030. Donc, en ce qui concerne le principe d'universalité, je l'ai mentionné en introduction, l'Agenda 2030 des Nations Unies ou le programme des ODD a été adopté en 2015 par l'Assemblée générale des Nations Unies. On sait que le système international est un système statocentré, donc on se tourne beaucoup vers les acteurs étatiques quand on s'intéresse à la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Cela dit, le principe d'universalité implique justement de tenir compte de l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques, puis aussi de tenir compte de tous les niveaux de mise en œuvre ou d'implémentation de l'agenda. Donc, dans ce contexte-là, je m'interroge sur le fait ou sur la possibilité que l'on puisse réellement mettre en œuvre à tous les niveaux un programme comme l'Agenda 2030 des Nations Unies. Donc, est-ce que, par exemple, à l'échelle provinciale, municipale, locale, est-ce que l'Agenda 2030 peut effectivement être mis en œuvre ou implémenté? Donc, ce serait ma première question. La deuxième question, ben, dans un contexte de multicrise, si on veut, ou de crise multidimensionnelle qui se manifeste sur le plan économique, social, environnemental, diplomatique, juridique, etc., etc. Donc, dans un tel contexte de crise, quel impact vous pensez que cette crise-là multidimensionnelle peut avoir sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030? Est-ce que c'est encore réaliste aujourd'hui, en 2025, de considérer qu'on peut effectivement mettre en œuvre le programme et atteindre les objectifs de manière significative pour 2030? Et à ce titre-là, vous pouvez notamment revenir sur la crise diplomatique qu'on vit en Occident là, depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump et tout ce que ça implique là, éventuellement, notamment sur le plan du financement du développement durable. Ma troisième question, elle concerne le principe d'intégration. Ça rejoint un peu la première question qui touchait à l'universalité, mais c'est une question qui porte peut-être plus spécifiquement sur le Canada, sur le partage des compétences, et sur le rôle éventuellement que la communauté francophone du pays peut jouer ou de quelle façon elle pourrait se démarquer justement pour faire avancer l'atteinte des ODD à l'échelle nationale. Puis enfin, ma dernière question, elle concerne peut-être la part des choses qu'on doit faire entre, d'un côté, le développement durable, qui est un concept qui précède l'adoption de l'Agenda 2030 et l'Agenda 2030 en tant que tel. Donc, on sait que plusieurs villes, organisations, entreprises sont intéressées à orienter leurs activités et leurs pratiques conformément aux principes du développement durable, mais elles n'ont pas nécessairement une grande connaissance de l'Agenda 2030 ou du programme des ODD. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous proposez pour justement atteindre ces acteurs-là et faire en sorte réellement que le principe d'universalité prenne tout son sens, puis que l'ensemble des acteurs travaillent à la réalisation d'un programme comme l'Agenda 2030. Donc voilà les quelques questions que j'avais à vous poser. Donc la parole est à vous.
Merci beaucoup. Je vais essayer de bien répondre à tout ça d'une manière ordonnée, au moins, en intégrant certains éléments à travers les réponses. La première question qui portait sur l'universalité, à savoir est-ce que le programme 2030 peut être mis en œuvre à toutes les échelles, par tous les acteurs? Ma réponse courte est oui. Mais cela dit, si on veut atteindre, et même si on veut atteindre les cibles globales, les cibles nationales, il est incontournable de mobiliser tous les acteurs à toutes les échelles. Et je crois que ça a même été un constat de la non-atteinte des objectifs du millénaire sur le développement, c'est ce non-ancrage-là à l'échelle locale des objectifs. Donc, il est essentiel de mobiliser tous les acteurs à toutes les échelles. Toutefois, je le dis souvent dans mes formations aussi, puis dans mes accompagnements, c'est que l'universalité n'égale pas l'uniformité. Donc, pour mettre en œuvre les ODD à l'échelle locale ou à l'échelle organisationnelle, on doit les localiser. Et pour moi, les localiser, c'est les trois principes fondamentaux que je mentionnais préalablement, c'est contextualiser, adapter et prioriser les ODD et leurs cibles. Le programme 2030, les ODD, les cibles, c'est un cadre de référence. Un cadre de référence, c'est des balises qui sont là pour orienter nos réflexions, orienter nos questionnements. Et des cadres de référence, il en existe plusieurs. Là, je veux dire, des fois, des cadres de référence sectoriels ou plus globaux. Et ces cadres de référence-là, ils sont tous imparfaits à quelque part. Par exemple, le programme 2030, les cibles, les objectifs font pratiquement abstraction de la culture, qui est pourtant considérée comme une dimension à part entière dans la francophonie, donc par l'Organisation internationale de la francophonie. La culture, ça joue un rôle extrêmement important dans plusieurs organisations, dans des villes, dans des États pour le développement. Et ça, si c'est un enjeu, la culture, ben, il faut pouvoir l'intégrer à travers notre planification stratégique et notre planification du développement durable. Et c'est là qu'on doit contextualiser le programme 2030 en jouant sur nos enjeux et en les intégrant d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas oublier non plus que les ODD, c'est des aspirations globales, les objectifs du développement durable. Et souvent, dans leur formulation, comme vous l'avez mentionné, M. Rock, on s'adresse aux États, les États membres des Nations Unies. Donc, on va avoir des libellés parfois qui vont être contre-productifs ou démobilisateurs parce qu'on va utiliser des formulations telles que diminuer et réduire à l'échelle globale, à l'échelle nationale. Et là, quand on veut aller mettre en œuvre les ODD, leurs cibles à l'échelle locale, ça peut avoir un effet démobilisateur. Et c'est pour ça que moi, je parle d'adapter ce contenu. Et l'adapter, c'est jouer avec les cibles dans leur formulation, mais non pas pour se détourner du sens des cibles, mais bien pour que si on l'applique au niveau d'une ville, au niveau d'une industrie portuaire, on puisse se reconnaître à travers les libellés. Et c'est là que je parle d'adaptation du programme 2030. Et finalement, aux différentes échelles, on a toujours les mêmes soucis, que ce soit à l'échelle municipale ou à l'échelle organisationnelle ou des entreprises. C'est qu'on a beaucoup plus d'enjeux que de ressources. Donc, il faut prioriser nos enjeux, prioriser les cibles des ODD. Et c'est pour ça qu'en partenariat avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, la Chambre éco-conseil et la firme Global Shift Institute, on a développé un outil de priorisation des cibles des ODD. Il peut être utilisé à l'échelle nationale, à l'échelle locale, régionale, et on peut après ça l'adapter, cet outil-là, pour l'utiliser à l'échelle aussi des organisations. Euh, un exemple, l'industrie portuaire, sur les 169 cibles du programme, à travers les recherches, à travers ce qu'on a fait, on a développé un cadre de référence avec 69 cibles pertinentes pour l'industrie portuaire. C'est beaucoup moins lourd que les 169. Et l'industrie va beaucoup plus se reconnaître à travers ces 69 cibles-là, d'autant plus qu'on a modifié les libellés, qu'on a validé avec eux pour leur parler directement. Donc, on veut mobiliser à travers cette adaptation-là, l'échelle locale, l'échelle organisationnelle, parce que c'est absolument nécessaire de mobiliser tous les acteurs si on veut atteindre les objectifs globaux et nationaux. Deuxième question, maintenant, on parlait de la multicrise. Bon, c'est un peu moi qui l'avais avancé, celle-là, parce que oui, on vit en ce moment des
des tensions à l'échelle internationale. Et dans la résolution du programme 2030, on nous rappelle justement que la paix et la stabilité, c'est des conditions et des finalités du développement durable. Ce qu'on mentionne dans le programme 2030, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans paix. Il ne peut pas y avoir de paix sans développement durable, sans un partage équitable des ressources et sans la protection de l'environnement et des ressources aussi qui sont fournies par l'environnement. Les conflits ne sont pas tous armés. En ce moment, nous, on vit une période d'insécurité où on est dans une guerre commerciale qui est doublée de menaces crédibles ou non d'annexion. Mais tout ça, ça rend la situation conflictuelle, ne serait-ce que par un plus fort qui met de la pression sur un plus faible, que je devrais mettre en guillemets aussi. Donc, les conflits intra- et interétatiques ont des impacts significatifs sur la mise en œuvre du développement durable à l'échelle internationale. Les conflits n'affectent pas seulement les populations locales, ça a des impacts à l'échelle mondiale, ça crée de l'instabilité, ça crée un détournement des ressources aussi. En ce moment, on parle beaucoup d'augmentation dans les pays occidentaux des budgets qui sont liés à la défense, dans un contexte où, comme je le mentionnais, les ressources sont limitées. Donc oui, l'atteinte des ODD, elle est obstruée par les crises. On l'a vu avec la COVID-19, il y a eu un énorme recul dans l'atteinte des cibles des ODD. Euh, et on le mentionnait aussi à la mi-parcours de la mise en œuvre que ça allait prendre des décisions audacieuses à court terme prises par nos décideurs, qu'il va falloir avoir une espèce aussi de courage politique, puis un leadership qui va s'attaquer aux défis contemporains. Et c'est sûr qu'en ce moment, quand je regarde la situation au niveau international, force est d'admettre que le courage politique et le leadership n'est pas mobilisé sur les ODD en ce moment. Ce que je dois dire, par exemple, c'est qu'on doit pas abdiquer, nous, à travers tout ça. On doit utiliser toutes les plateformes qu'on a à notre portée pour communiquer sur les ODD. Monsieur Rajanson l'a mentionné aussi, pour sensibiliser les différents groupes de population à qui on peut communiquer. Et on doit le faire le plus souvent possible. Et à travers ça, je dirais qu'on doit aussi le faire à l'échelle de la francophonie canadienne. Et là, je m'attaque à la troisième question. Euh, Comment on peut faire pour se mobiliser au Canada à travers la francophonie canadienne? Encore une fois, si on veut atteindre des objectifs nationaux, on doit se mobiliser. Et je dirais que dans l'idéal, il faudrait être en mesure d'appliquer une espèce de gouvernance multiniveau de développement durable intégré, etc. Et là, je parle, on n'est vraiment pas là. Et honnêtement, là, je veux dire, M. Carney, qui est notre nouveau premier ministre, n'a pas une gouvernance multi-échelle intégrée du développement durable à son agenda. Et on est ailleurs. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour répondre à cette question-là au niveau de la francophonie canadienne? C'est essayer le plus possible de communiquer sur les ODD, accompagner pour les mettre en œuvre, stimuler le développement de partenariats et partager les bonnes pratiques sur la mise en œuvre des ODD. Je veux juste faire une observation, c'est que bien souvent, à l'échelle internationale, la francophonie à l'échelle internationale est confrontée à beaucoup de communications qui se font en anglais, en langue anglaise, que ce soit au forum politique de haut niveau, dans les grands sommets, les grandes COP, etc. Donc, pour la francophonie, c'est extrêmement important de se doter de plateformes de communication où on va aussi être en mesure de faire des partages d'expériences. Et là, moi, personnellement, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aussi par rapport à ça? Parce que, à travers mon doctorat, mon postdoc, j'ai écrit des articles scientifiques. J'ai écrit des articles scientifiques en anglais. Et récemment, je participais à une conférence. J'étais dans le public, mais on parlait justement de donner l'accès à la connaissance en français. Et là, on a peut-être des rôles à jouer, nous aussi, par rapport à ça. C'est que moi, je peux reprendre les articles. J'ai une étude de cas qui est écrite sur la Ville de Québec, l'article que j'ai écrit aussi sur l'adaptation du programme 2030 pour les autorités portuaires canadiennes. Je peux les transformer en articles de vulgarisation en français qui vont pouvoir être distribués justement à une population francophone pour donner un meilleur accès à ces connaissances-là. Donc, on a peut-être tous une capacité d'intervention à ce niveau-là pour favoriser les communications en français.
Je crois qu'il y a aussi un gros travail de mobilisation à faire autour des ODD, non seulement à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle organisationnelle. Euh, Souvent, je lis, OK, il y a de plus en plus d'entreprises, de plus en plus d'organisations qui veulent mettre en œuvre les ODD, mais qu'on ne sait pas par où commencer. Et c'est un réel problème. Et très souvent, et là, je ne sais pas, là, on n'a pas le sondage d'opinion, là, mais très souvent, dans des événements comme aujourd'hui, j'ai souvent l'impression qu'on s'adresse à un public qui est initié, qui se connaît déjà en termes d'ODD, qui les met en œuvre probablement, mais que là, on doit aller chercher justement les non-initiés, ceux qui veulent le mettre en œuvre, qui ne le connaissent pas, qui peut-être pensent que c'est trop pour eux, etc. Donc, il faut aller chercher ces gens-là. Et je crois que la solution, c'est en multipliant les plateformes puis en multipliant les communications. Et en réfléchissant à ça, j'ai eu une idée aussi, puis là, je la partage avec vous. Là, on a un forum politique de haut niveau sur le développement durable où les nations vont faire une reddition de comptes sur leur état d'avancement, sur comment ils se sont pris pour faire leur planification stratégique, sur les limites, les obstacles, etc. Et on pourrait peut-être penser à faire un forum de la francophonie canadienne sur les ODD, où des villes, des entreprises, des organisations pourraient nous présenter leurs résultats, leur manière de faire leur évaluation, les embûches, les obstacles, etc. Et se servir de tout ça comme d'un beau tremplin pour communiquer sur les ODD, à la fois les points forts et qu'est-ce qu'on a à améliorer. Donc, moi, je ne veux pas trop dépasser le temps qui nous est imparti non plus, mais en résumé, c'est beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation sur les ODD et j'encourage encore une fois à multiplier les plateformes et en ce sens, je remercie le réseau ODD parce que justement, il permet de faire ce genre de plateforme où on peut partager sur l'atteinte des ODD et je crois qu'il faut multiplier ce genre de plateforme. Mais merci. Merci beaucoup, docteur Tremblay. Je vois que Mme Michelle Asselin a réussi à se rebrancher. Donc, je vais lui poser la question que j'ai posée aux autres panélistes, donc la question très générale qui va lui permettre justement de parler de son organisme. Puis ensuite, ben, je reviendrai au professeur Juste Rajaonson. Là. Donc, j'ai prévu des questions spécifiques pour chacun de nos panélistes. Donc, retour à Madame Asselin. Donc, pouvez-vous nous présenter sommairement votre organisation et vos travaux et des exemples concrets de projets ou d'initiatives sur lesquels vous avez travaillé et qui ont eu un impact sur l'avancement des ODD, que ce soit au Canada, dans la francophonie canadienne ou même à l'international. On a parlé tantôt quand je vous ai présenté là, de la marche des femmes. Donc, peut-être nous dire quelques mots là, justement en lien avec cette question-là. Oui. Alors, d'abord, François et tout le monde, je m'excuse vraiment très profondément de mes ennuis techniques. Alors, on a trouvé un technicien qui m'a aidé. Sachez que j'en suis vraiment désolée. Alors, Pas de souci. l'Association québécoise des organismes de coopération internationale s'intéresse depuis, et je pense que c'est important de le nommer, depuis les objectifs du millénaire qui ont précédé les objectifs de développement durable. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on tente d'avoir des objectifs communs. Et nous, on était dans la discussion de l'après 2015. Et on a participé à une grande campagne pan-canadienne, puis on demandait alors au gouvernement canadien de faire preuve d'un plus grand leadership. Et on pensait que si les ODD devaient faire une place plus grande à la lutte contre les inégalités, pour la défense des droits humains, les changements climatiques, les droits des femmes. Et on approuvait d'emblée tout le principe d'universalité parce que les objectifs du millénaire étaient tournés vers les pays du Sud globalisé et ces objectifs de développement durable, ils sont universels, c'est-à-dire on doit avoir une perspective canadienne et québécoise. Et d'ailleurs, la COSI et grâce à l'appui du bureau des ODD, on a fait un grand travail avec les organismes de la société civile québécoise pour les sensibiliser à l'utilisation des ODD dans leurs propres actions. Puis on a produit un rapport, d'abord une question de droit, à part des mouvements sociaux québécois, la stratégie nationale pour le programme 2030, un rapport qui est disponible sur notre site web qu'on a publié en 2019. Donc, c'est au cœur de notre action
je pourrais vous dire que un des objectifs qui est transversal à toute notre action, nous, c'est 70 organismes québécois de coopération et de solidarité internationale situés sur presque tout le territoire québécois. En fait, on est présent dans 14 des 17 régions québécoises. Un des objectifs qui est porté par l'ensemble de nos membres, c'est l'objectif 5, égalité entre les sexes. Mais on touche beaucoup l'objectif 13, lutte contre les changements climatiques, l'objectif 10 sur la justice migratoire. On a travaillé aussi à l'objectif sur le travail décent, etc. Donc, on a énormément notre travail touche beaucoup d'objectifs. Les membres de la COSI, on a fait une enquête dernièrement avec la collaboration d'une chaire de recherche de l'Université de Montréal, nous disent, nous intégrons les objectifs de développement durable dans notre action de coopération internationale ou de solidarité internationale. Ça fait partie de nos projets, on le met dans nos projets, mais on ne les intègre pas suffisamment dans notre édition de compte, on ne les intègre pas suffisamment avec nos partenaires en matière d'ODD. On va plutôt poser les questions sous-jacentes aux ODD, mais tout ce travail d'appropriation, d'approfondissement avec cette perspective d'ODD, on nous dit, puis on l'observe, elle n'est pas suffisamment enracinée. Et donc, on a produit, avec les chercheurs avec lesquels on a travaillé, un outil pour aider nos membres à mieux se l'approprier, notamment dans les outils de rapportage euh, financier. Mais il y a beaucoup de travail à faire, puis je reviendrai parce que c'est pas tout de dire on veut que ça soit universel. Il faut que ça réponde réellement aux besoins des personnes. Puis on sait qu'un des grands sous-termes des objectifs de développement durable, c'est ne laisser personne de côté. Mais ne laisser personne de côté, ça veut dire leur laisser prendre la parole, leur laisser orienter les stratégies pour atteindre les objectifs et leur laisser la parole aussi pour mesurer l'atteinte et qu'est-ce qui reste à faire. Et là-dessus, je vous dirais que nous, comme organisme de coopération et de solidarité internationale, on a énormément de travail à faire et on le fait en particulier en francophonie. Et puis, je pourrais en parler davantage dans les autres questions. Merci beaucoup, Madame Asselin. Oui, vous avez bien fait de rappeler l'adage, si on veut, ou la devise de l'Agenda 2030, là, ne laisser personne de côté, parce que Dieu sait qu'il y en a des personnes qui sont marginalisées aujourd'hui, des populations, puis des personnes qui sont vulnérables. Donc, on aura l'occasion de rediscuter de tout ça. Avant de passer la parole, de poser mes questions au professeur Raja Hanson, peut-être juste revenir 2 petites secondes sur des commentaires qui ont été formulés par notre collègue, le docteur David Tremblay, notamment concernant la question de la culture et ce que je dirais aussi peut-être le caractère endogène des stratégies de développement. Donc, cette question-là reste une question quand même centrale. Puis je me souviens que lors de l'adoption de la Convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, une des propositions qui a même été codifiée, c'est d'ajouter une quatrième dimension au développement durable, qui est justement cette dimension-là culturelle. Donc, outre la dimension économique, sociale puis environnementale qui a toujours été rattachée au concept de développement durable, ben, l'idée d'ajouter d'autres dimensions comme la dimension culturelle fait l'objet des discussions depuis un bon moment. Puis, je vous dirais qu'à travers l'ODD 16, ben, on peut considérer que la dimension politique et même juridique s'est ajoutée avec le temps. Donc, je pense que c'est un concept qui reste un concept ouvert, le concept de développement durable. Il n'y a pas une seule façon de concevoir le concept. Puis, je suis tout à fait d'accord avec vous, Dr. Tremblay, sur la pertinence d'ajouter cette dimension-là culturelle et de la prendre en compte davantage, justement pour s'assurer de l'ancrage d'un tel programme avec l'ensemble des acteurs étatiques, mais aussi non étatiques. Donc, je me tourne maintenant vers notre deuxième panéliste, le professeur Jus Rajansson, et je vais commencer par lui poser une question générale, mais une question qui implique plusieurs volets.
Donc, quel bilan vous faites de la mise en œuvre des ODD par les villes, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde? Donc, on sait que le système international, c'est un système qui est très statocentré, mais à partir du moment où on s'intéresse à l'implémentation des ODD, à leur mise en œuvre par des acteurs autres que des acteurs étatiques, ben, je pense qu'effectivement, les villes à travers le monde ont un immense rôle à jouer. Et c'est le cas des villes canadiennes, des villes de la francophonie canadienne. Donc, quel bilan vous faites justement de la mise en œuvre des ODD par les villes canadiennes? Et si vous pouviez développer une extenso sur les avantages ou les inconvénients pour une ville de ne pas se positionner par rapport à l'agenda 2030 ou même plus largement de ne pas se positionner par rapport à une stratégie de développement durable. La parole est à vous, professeur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, il y a une grande partie là, en fait, une partie de mes réponses là que David avait quand même déjà souligné. Je voulais aborder sur le bilan en fait de la mise en œuvre des ODD des villes. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très difficile parce que d'avoir un chiffre exact là, autant à l'échelle canadienne qu'à l'échelle internationale, parce que les statistiques qui existent ne reflètent pas nécessairement les actions réelles. Donc, pour vous illustrer un petit peu là, donc vous l'avez bien dit aussi, Monsieur Roche, euh, les ODD, ça date de 2015 et c'est certain en fait que les municipalités ou gouvernements locaux étaient déjà actifs en développement durable bien avant ça. Donc, il y a déjà ce contexte un peu historique qui fait que des villes ont peut-être adopté d'autres cadres autres que les ODD. Et donc, ce qu'on connaît des ODD réalisés, en tout cas les villes proactives avec le cadre des ODD ne reflètent pas nécessairement la réalité. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, j'ai essayé de trouver justement des chiffres là-dessus. L'OCDE a fait une étude en 2019 qui montrait qu'à peu près 40% des municipalités abordées, en tout cas étaient dans un stade, comment je peux dire, étaient plus au fait en fait des ODD en particulier. Donc ils sont pas beaucoup familières finalement avec ce cadre des ODD bien que un peu plus de la moitié en fait utilise le cadre pour des actions de sensibilisation par exemple. Autrement dit, il y a énormément de choses qui ne sont pas nécessairement captées par les cadres de référence des ODD lorsqu'on les mesure euh, d'un point de vue institutionnel en fait. Donc il y a des actions qui se font mais qui sont pas mesurées. Je vous donne un autre exemple à ce niveau-là, au niveau du Québec. Depuis 2012, le ministère des Affaires municipales a fait un sondage sur les actions municipales en matière de développement durable et on y retrouve justement quelques statistiques qui disent, par exemple, qu'à peu près le quart des municipalités sont actifs en matière de développement durable. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais par contre, lorsqu'on regarde les actions individuelles et les municipalités qui n'ont pas nécessairement un plan stratégique ou un plan très détaillé, structuré, ben on se rend compte que c'est à peu près 80-86% des municipalités qui sont actives sur des enjeux précis, des objectifs de développement durable. Donc, autrement dit, ce que j'essaie de dire là, c'est un peu de distinguer l'étiquette et les ODD et les actions qui sont par ailleurs relativement avancé en fait au niveau des enjeux environnementaux et socio-économiques. Et le dernier point que je voulais vous partager aussi dans ce bilan-là, c'est cette idée que pour une municipalité, un petit peu différemment des organismes, des entreprises en fait, c'est que les actions en matière de développement durable se situent généralement à trois niveaux. Donc, il y a le niveau évidemment organisationnel, c'est-à-dire les pratiques d'approvisionnement, l'achat d'infrastructures, ce genre de choses-là. Donc, on veut évidemment être proactif en matière de durabilité pour faire des choix plus écologiques, plus inclusifs, etc. Et sur ce volet, les municipalités
euh, sont moins actifs, alors que c'est un volet qui est relativement, on va dire, facile à aller chercher des points, là, c'est-à-dire euh, changer les processus, les façons au niveau administratif et au niveau organisationnel. Et elles sont davantage actives sur un deuxième volet qui est celui de la planification et de la gestion du territoire. Donc plus d'espaces verts, transport collectif, ce genre de choses-là. Donc là, c'est des enjeux qui sont généralement connus, mais les écarts sont tellement varient beaucoup d'une municipalité à l'autre, d'une ville à l'autre, que les actions sont très un petit peu éclatées. Et donc des fois, on se pose la question, ben, qu'est-ce que je devrais faire? Telle municipalité fait telle chose. Est-ce que je devrais faire la même chose? Donc là, il y a beaucoup d'un peu de confusion, si on veut, là. Et finalement, il y a un troisième volet qui est le volet influence. Donc, les gouvernements locaux doivent aussi jouer un rôle auprès des citoyens et des entreprises pour s'assurer que leurs comportements, leurs actions contribuent au développement durable. Donc, vous voyez que ça donne aussi un troisième niveau de complexité pour une municipalité, en fait, en termes d'action. Un, au niveau de sa propre organisation, la façon au niveau administratif, si on veut. Deux, au niveau du territoire. Et trois, au niveau des citoyens, des entreprises qui sont sur le territoire. Et donc, je vous dirais que la géométrie est assez variable, en fait, d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre. Et ça revient en fait à mon point principal, à quel point c'est difficile finalement de mesurer les progrès, si on veut, là, sur ces trois champs de compétences-là. Et donc, nous, de notre côté, justement, c'est une des projets de recherche sur lequel on travaille, là. Donc, comment on fait pour essayer de capter le plus possible ces actions qui sont un petit peu invisibilisées parce que elles ne se reflètent pas nécessairement dans les indicateurs des ODD, entre autres. Donc voilà. En gros, j'ai pas une réponse qui dit voici le bilan avec un chiffre, mais par contre une réponse qui vous montre un petit peu que c'est très à géométrie variable en fait ce bilan-là. Merci, professeur. Peut-être juste une petite question complémentaire avant de me tourner vers notre troisième panéliste. Est-ce que les grandes villes à travers la francophonie canadienne et des grandes villes comme Montréal, Québec, par exemple, ont un rôle différent à jouer compte tenu des ressources puis des capacités de ces villes-là, ou vous considérez au final que c'est l'ensemble des villes qui devraient être mobilisées? Est-ce qu'il y a des possibilités de coopération entre différentes villes et MRC, justement pour développer ces capacités-là? Parce que j'imagine qu'il y a un monde de différence en termes de ressources humaines puis de capacités pour une ville comme Montréal versus une petite municipalité. Donc, ce serait ma dernière question complémentaire là, Ouais, euh, c'est effectivement une bonne question. Puis on réfléchit beaucoup justement à la comparabilité des actions menées par les villes selon leur fonction et leur taille. Sur la question de l'exemplarité, je vous dirais que oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut effectivement, des apprentissages qu'on peut partager indépendamment de la taille ou de la fonction de la ville. Donc c'est plutôt le volet justement organisationnel dont je vous parlais tout à l'heure, au niveau de l'approvisionnement, au niveau des choix des fournisseurs, au niveau des entrepreneurs avec lesquels on travaille. Donc là, on peut faire des gains d'un point de vue environnemental et socio-économique également. Mais par contre, sur le volet territorial, c'est un petit peu plus complexe en fait. Je vous donne quelques exemples. Là, les leviers financiers sont très différents dans les grandes villes. On a beaucoup de leviers financiers qui sont très diversifiés, beaucoup d'organisations qui sont prêtes à donner du financement. Puis j'espère qu'avec Monsieur Martel, on va parler de financement d'ailleurs là. Mais dans les plus petites communautés, l'offre de financement est relativement limitée en nature et en ampleur. Et donc, ça prend aussi d'autres joueurs de plus, en fait, qui n'en ont pas. Qui n'ont pas. Les parties prenantes aussi sont très différentes. Donc, dans les grandes villes, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de parties prenantes qui veulent s'impliquer. Et dans les plus petites collectivités, là, il y a un petit peu moins de joueurs. La dynamique est un petit peu différente en fait dans la prise de décision. Donc, le consensus est plus pris sur la qualité de vie. Donc, il y a des enjeux un peu plus particuliers en fait qui font que c'est pas pareil. Et finalement, les dynamiques aussi de l'offre urbaine est différente. Donc, d'un côté, les grandes villes, le défi, c'est des espaces bâtis qui sont très saturés. Donc là,
il faut trouver une façon de mieux organiser le territoire. Dans les plus petites communautés, c'est l'inverse. Donc, l'espace bâti est très limité. Il y a beaucoup de contraintes d'avantages naturels. Donc là, à ce moment-là, les expériences peuvent pas vraiment être partagées, là, on va dire. Et dernier point, puis je m'arrête là-dessus, là, la compétition aussi pour habiter au centre dans les grandes villes est très forte. Et dans les plus petites communautés, c'est un petit peu l'inverse. Les gens veulent habiter dans des endroits très naturels, au bord de l'eau, etc. Et donc, les défis en termes environnementaux sont pas non plus la même dynamique, là. Donc, ça oblige en fait des actions très différenciées d'un point de vue de durabilité dans ces deux contextes-là. Donc, beaucoup de défis. Ben, merci beaucoup. Je suis content d'avoir posé cette question complémentaire. Je trouve que c'est des précisions qui sont très utiles pour les fins de notre table ronde. Merci. Je me tourne maintenant vers notre troisième panéliste, Monsieur Jean Martel. Donc, j'ai des questions pour vous en ce qui concerne les entreprises et l'application des ODD, les questions de financement, comme le suggérait notre collègue, et aussi la question des partenariats. Donc, la première question que j'ai pour vous, c'est la suivante. Donc, comment chez Evol, soutenez-vous les entreprises dans le cadre de l'implémentation des ODD? Donc, depuis tantôt, on parle du rôle des États, des organisations internationales, des ONG, mais on en vient justement à parler du rôle des entreprises, puis en particulier des PME. Donc, je serais intéressé de vous entendre justement sur la façon dont Evol est en mesure de soutenir les entreprises. Et par ailleurs, nonobstant le fait que depuis 2015, notamment à la lumière du plan d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement durable, qui est un peu le cadre financier rattaché à l'agenda 2030, on parle beaucoup du rôle des entreprises, de la croissance économique comme moteur du développement puis du financement du développement, mais à l'évidence, sur le terrain, je pense que votre expérience vous permet de conclure justement que les entreprises et les PME en particulier ont beaucoup de difficultés à obtenir un financement conséquent pour faire une transition vers le développement durable ou mobiliser davantage le développement durable dans leurs pratiques commerciales. Donc, j'aimerais vous entendre un peu sur cette question-là du financement et enfin vous entendre sur l'importance que les partenariats peuvent avoir aujourd'hui pour les entreprises et en particulier les PME qui veulent travailler à la réalisation des ODD. Donc, je vous cède la parole, Monsieur Martel. J'ai hâte de vous entendre. Ouais, merci beaucoup. Puis j'espère qu'on a jusqu'à peut-être 17 ou 18 heures pour couvrir tout ça. Non, c'est une blague. Mais euh, merci à mes collègues précédents euh, qui nous amènent dans cette. Je trouve qu'on a un bel entonnoir là, qui s'en vient tranquillement, pas vite, là. Je vous dirais qu'est-ce qu'Evol, comment Evol soutient. Euh, je vous amènerai d'abord à une question avant ça, c'est-à-dire comment nos entrepreneurs sont venus à connaître les objectifs de développement durable. Je vous dirais que encore aujourd'hui, c'est pas si connu que ça. Chez la clientèle que nous ciblons, les 0 à 5 employés, je comprends les ports, les municipalités, les villes, les États, on est un peu ailleurs dans le langage. Mais dans les entreprises en démarrage, dans les entrepreneurs qui rachètent, dans tous ces divers aspects, je dirais même de secteurs d'activité, la connaissance en termes d'objectifs de développement durable de l'ONU, c'est quelque chose ça semble sortir de nulle part, encore aujourd'hui. On est encore là. Alors, comment maintenant, c'était la première question à partir de 2021, comment, si on adopte le cadre des ODD, on arrive à l'intégrer dans les opérations courantes d'une entreprise pour, encore une fois, transformer l'entrepreneuriat. On n'est plus, je pense, là, à l'étape où j'inclus des actions de développement durable dans ce que je fais. On est dépassé, je dis tout le temps qu'on est dépassé le stade du bac à recyclage, mais plutôt de dire comment je me transforme, comment mon entreprise s'oriente vers un développement plus durable, ce qui fait que le développement de mon entreprise, éventuellement, ne sera que durable. C'est toute une question. Fait que, chez Evol, on a décidé de travailler sur diverses fonctions de l'entreprise. Donc, on a dans les outils, d'abord, quand on parlait tantôt de financement, je vais faire le pont peut-être entre les deux de façon
euh, la conférence de 2015 sur le financement. Quand on regarde la conférence de 2015 d'Addis Abeba ou celle de l'Espagne qui s'en vient en 2025, ben, le même constat est fait quant à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'entrepreneuriat féminin qui est encore sous-financé et maintenant on va parler plus de clientèle marginalisée, par exemple. On va pas utiliser le terme marginalisé en termes de la grande diversité. Bon, entre les deux, il s'est passé 10 ans et on est encore à trouver des moyens. Fait que quand on parle de difficultés de financement, on est là. On est encore en train de chercher des moyens de financer à la fois un développement plus humain, plus intégral, hein, c'est l'objectif des 5 piliers des ODD, et à travers tout ça, d'arriver à avoir une croissance économique ou à tout le moins une activité économique. J'évite de prendre le mot croissance à tout prix de façon volontaire là, maintenant, mais d'avoir à tout le moins une activité économique soutenable pour l'ensemble de nos activités. Fait que chez Evol, si je reviens à ce qu'on a mis en place, ben, tout d'abord, le, le- notre matrice ou notre manière de calculer ou de faire des prêts inclut à l'intérieur même du calcul huit critères de développement durable qui font référence à 7 ou 8 ODD, si je ne me trompe pas. Donc, on fait des prêts. Une des façons de le faire, c'est de récompenser le plus possible les actions concrètes en développement durable au cours d'un financement d'entrepreneur. C'est un c'est le cœur central de l'activité de financement. Voyez-vous, chez Evol, on veut transformer, mais on a deux aspects. D'abord, le moyen, c'est notre financement. Mettez tout ce qui va au niveau de financement. Mais à travers ça, c'est aussi d'accompagner. Parce que quand on parle aux entrepreneurs des ODD, de quoi tu parles? Mais à ce moment-là, c'est de leur faire prendre conscience qu'avant même de connaître les ODD, ils ont déjà des actions de développement durable, ils ont déjà pris des actions en lien avec le développement durable et on part de là pour monter tranquillement à cet aspect étatique-là. Étatique, quand je parle des ODD. Effectivement, avant les ODD, on a eu le BNQ 21000 au Québec qui a été beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé dans mes accompagnements au départ, qui amenait déjà les entreprises dans une démarche de développement durable. Ça, c'est le premier point sur notre financement. Et alors là, on a le financement de un, le deuxième point sur l'accompagnement. Donc, des outils, des outils, des outils, des rencontres, des rencontres, des rencontres, du partenariat. Quand on parlait de partenariat tout à l'heure, des cellules de co-développement, euh, des rencontres un à un, regarder annuellement la progression. Chez Vol, on veut que nos entreprises progressent. On les regarde une fois par année pour ça. Plus qu'une fois par année, mais on fait un bilan une fois par année. Et on a aussi mis en place un service d'accompagnement à la fois financier et durable à l'intérieur de nos activités. Ce qui fait qu'un entrepreneur qui veut qu'un projet de financement ou qu'un projet, prenons un projet d'agrandissement, un projet peu importe son projet à financer, ben, à travers ça, on va trouver des moyens pour le rendre plus durable avec lui, tout en étant en partenariat, parce qu'on n'est pas des consultants, en partenariat avec d'autres pour leur permettre aussi, par des mises en contact. Parce que on parlait de francophonie tout à l'heure. Il y a 2 ans, Evol, nous avons rejoint le Pacte mondial, donc le Global Compact Canada. Et oui, ça nous permettait d'avoir un certain lien avec les communautés canadiennes, mais je dois dire que le niveau francophone est, est important aussi, d'être capable de se regrouper, de partager des histoires. On parlait de culture tout à l'heure, de façon de faire les choses. Mais je trouve que le réseau d'aider, en tout cas, avec qu'on est en train de mettre en place et avec la francophonie, mais il faut être capable de se parler en français dans notre beau et grand pays pour être capable d'avancer dans ces objectifs-là culturels. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Vous savez, Evol, c'est 30 ans. 30 ans de ces histoires-là de transformation puis de favoriser l'entrepreneuriat plus diversité, plus inclusif. Fait que, encore une fois, avec nos activités de financement, ben, c'est de cet ordre-là qu'on veut changer, euh, soutenir ceux et celles qui veulent changer, et ça dans tous les secteurs d'activité, je tiens à le dire. Donc, on a vraiment des outils là, qui nous permettent de voir les impacts de certains secteurs d'activité par rapport à d'autres et de s'assurer que certains enjeux de matérialité sont plus tenus compte. Par exemple, si je prends l'industrie du transport, par exemple, que
par exemple, une entreprise de service, mais à tout le moins dans chacun des secteurs d'activité, on évalue quelques critères que sont l'approvisionnement, mission, vision, valeur, l'éthique des affaires. Là, je les en note, là, le développement des compétences, les GES, la responsabilité sur les produits et services. Donc, on a vraiment focusé sur des actions d'entreprise concrètes qui nous permettent d'aller vraiment dans leurs opérations pour les soutenir à partir de là à contribuer. Mais je ne sais pas qui en parlait tout à l'heure, mais on se disait, bon, de quelle manière on peut prendre les résultats concrets et les ramener à une cible étatique. Ça, c'est pas évident, ça, j'ai pas la réponse vraiment. C'est vraiment pas facile parce que euh, un entrepreneur peut avoir de très petites actions, là, comment on les rattache à l'enjeu national, c'est pas si évident que ça, là, de faire ce pont-là. On a besoin encore d'en parler, on a besoin encore de communiquer là-dessus, on a besoin de travaux sur ça pour un peu rendre quelque chose qui est très étatique plus concret. Tu sais, quand on parlait de localisation, tu sais, j'entendais M. Tremblay tantôt parler d'adaptabilité, de s'assurer d'être concret. Je ne me souviens plus des termes qui ont été pris, mais ça signifie un peu ça, la localisation, puis l'adaptabilité ou l'adaptation. On a encore besoin de tous ces outils-là, surtout chez les TTE, les petites entreprises, comme j'aime bien dire. Écoute, je ne sais pas si j'ai couvert, mais je pense que ça ressemble à ça, là. Oui, ben écoutez, c'était une réponse très complète aux diverses questions que je vous avais posées. Peut-être une remarque, là. Moi, comme juriste, c'est sûr que où je me sens interpellé, c'est par rapport à la loi fédérale puis la loi québécoise en matière de développement durable. Donc, Mm. vous parliez des difficultés parfois d'ancrer ou d'arrimer vos pratiques avec les objectifs tels qu'ils sont formulés pour les États. Je pense qu'une des interfaces sur le plan juridique, c'est la loi fédérale puis la loi québécoise en matière de développement durable. Puis on sait que son champ d'application reste très limité au secteur public. Donc, le secteur privé n'est pas directement visé. Donc, c'est plus à travers la question des marchés publics parfois et l'accès aux marchés publics que là, le secteur privé et public sont interpellés. Mais écoutez, peut-être qu'il y a des modifications législatives ou réglementaires qui pourraient être utiles éventuellement et vous aider dans le cadre de votre travail là, qui reste très important là, pour l'implémentation du développement durable et des pratiques de durabilité. Je me tourne maintenant vers notre dernière panéliste, Madame Asselin. Madame Asselin, j'ai deux questions pour vous. Une première question qui concerne les données probantes sur lesquelles l'action des ONG ou des différentes communautés peut être orientée. On sait que la question des statistiques, c'est une question importante quand même. Donc, si on a mis en place un programme avec, oui, 17 objectifs, mais 169 cibles et 232 indicateurs statistiques, c'est qu'il y avait une volonté dès le départ de pouvoir faire un monitoring, d'évaluer les avancées, les reculs, etc., etc. Donc, en ce qui concerne la collecte des données, je me demandais comment vous entrevoyez les choses. Donc, en termes d'accès aux données probantes et en termes de stratégies qui, conséquemment, peuvent être élaborées sur la base de ces données-là. Et par ailleurs, ben, on sait que le programme se termine en 2030. Il reste 5 ans à peu près. Ben, il reste 5 ans là, pour la mise en œuvre du programme des ODD. Dans un tel contexte, ben, ce qui ne serait pas déjà temps de penser à l'après 2030. Donc, c'est bien de penser à court et moyen terme, mais à long terme, est-ce qu'il y a pas déjà lieu de penser à l'après 2030? Et mon autre question concerne cette fois-ci davantage l'effectivité des droits humains, parce qu'on sait que derrière le programme des ODD, ben, il y a l'ensemble des droits civils et politiques, mais aussi et beaucoup des droits économiques, sociaux et culturels, le droit à l'alimentation, droit à l'éducation, droit à la santé, droit à un travail décent, un niveau de vie décent, droit à une protection sociale, etc., etc. Donc, autrement dit, il y a beaucoup de droits fondamentaux dont l'effectivité est directement liée à l'effectivité plus globale du droit au développement qui est au cœur de l'agenda 2030 des Nations Unies. Donc, dans ce contexte-là, comment vous percevez tout ce qu'on ressent là, depuis quelques années en termes de recul au niveau de la démocratie, les droits humains, l'état de droit, et quel impact tout ça pourrait avoir éventuellement
sur la réalisation des ODD. Et je prends juste l'exemple de nos voisins du Sud, là, c'est pas banal, là, le recul de la démocratie, mais notamment, bon, je ne sais pas si on peut parler de dérive autoritaire, mais si on ramène ça aux enjeux de développement puis de financement du développement, le démantèlement de USAID, j'imagine que sur le terrain, ça a d'immenses conséquences pratiques. Et je pense juste à la question des contributions volontaires, parce que l'ONU a quand même un petit budget, là. Son budget régulier, c'est quoi, 2-3 milliards de dollars? Un budget pour les opérations de maintien de la paix de 6-7-8 milliards, dépendamment des années, mais c'est à peu près 25 milliards de dollars qui rentrent en contribution volontaire, ce qui permet de financer beaucoup de programmes, de fonds, comme le PNUD, ou Nu-Habitat, ou Nu-Femmes, etc., etc. Donc, je ne sais pas si vous partagez mes craintes, mais une de mes craintes, c'est que le démantèlement de USAID, puis l'évolution de la politique étrangère américaine risque d'avoir un immense impact sur l'ONU, mais aussi sur toute la société civile, puis les ONG qui œuvrent dans le domaine du développement. Donc, j'aimerais vous entendre sur ces différents points-là. Et voilà. Donc, à vous la parole. Ben merci, des bonnes questions. Moi aussi, j'aurais peut-être besoin de plusieurs heures de discussion, mais quand même. Sur les données probantes, première question. Nous, les organismes de coopération internationale, on fait énormément de rapports à une entité canadienne qui s'appelle Affaires mondiales Canada. Mais là, le Canada a un engagement de mesurer, de donner des statistiques, des données probantes, mais n'arrive pas à faire en sorte que nos rapports soient quantifiables au niveau de l'atteinte d'objectifs de développement durable. Il y a quelque chose, la mécanique ne fonctionne pas. C'est pas parce qu'on rapporte pas, c'est pas parce qu'on lit pas nos rapports, mais on n'a pas été capable de simplifier la montée des données. Moi, je pense que c'est pas en complexifiant, puis d'autant plus que quand je parle des 70 organismes qui sont membres de notre réseau, nous en avons de très gros, mais nous en avons aussi beaucoup de petits et moyens et d'organismes bénévoles. Or, tous ces groupes-là, un peu comme M. Martel parlait des petits et très petits entreprises, contribuent certainement à faire avancer les objectifs de développement durable, mais on arrive peu à le nommer bien. Et bien que nous faisons du rapportage, ça bloque. Il n'y a pas d'écho important. Et je crois que là-dessus, on a un travail à faire, comme à COSI, tous les réseaux, mieux outiller nos membres. Mais je dirais que l'État canadien, puisque c'est le Canada qui a pris des engagements, devrait faciliter, simplifier ce rapportage, mais d'une manière dynamique, différente et ne pas, certainement pas alourdir la tâche que nous avons déjà, mais être en mesure d'en faire un meilleur écho de données probantes. Mais là, je ne réponds pas à ma question que je me pose moi-même et notre réseau aussi, c'est comment faire en sorte que les collectivités, les communautés avec lesquelles on travaille puissent mieux influencer ce rapportage. Mais je vous dirais que nos pratiques qui sont liées vers une plus grande localisation s'améliorent. Alors, donc, on se demandait comment, même si on est assez critique de l'atteinte des objectifs de développement durable, comment on peut porter un regard porteur d'espoir? Ben, je dirais que dans nos pratiques, comme organisme de solidarité, de coopération, la localisation et l'accélération de la localisation, c'est-à-dire que nos groupes partenaires aient de plus en plus de pouvoir sur l'orientation, le développement, la mise en œuvre de leurs projets, va favoriser que ces communautés, ces partenaires, ben, vont avoir leur propre orientation par rapport aux objectifs de développement durable. Alors ça, mais il y a beaucoup à faire. C'est pour ça que
très sincèrement, là, je pense qu'il faut envisager l'après 2030 parce que c'est évident là, qu'il y a énormément de travail à faire encore. Et ce travail, si on fait l'après 2030, je crois que l'arrimage entre les objectifs de développement durable et tous les outils que vous avez bien nommés, là, les grands outils qu'on s'est dotés au sein de l'ONU, les pactes, les conventions, ça part de la Déclaration universelle du droit de l'homme, des droits humains, comme on dit au Québec, mais aussi la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces engagements-là ne doivent pas être supplantés par les objectifs de développement durable. Ça n'aurait aucun sens. On manque de ressources comme organisme de la société civile et probablement, mais les collègues palmélistes vont dire aussi qu'il manque de ressources pour à la fois faire le suivi des objectifs de développement durable, mais aussi interpeller le gouvernement canadien sur tous ses engagements par rapport aux conventions et aux pactes. Donc, c'est énormément de suivi. Heureusement, il y a des observatoires universitaires qui peuvent nous appuyer, mais comment rendre ça concret quand on touche un peu l'ensemble de ces enjeux? Donc, il n'empêche qu'au niveau canadien, et je sais par rapport aux autres États du monde, cet arrimage, il n'est pas fait. Il n'est pas suffisant. Et si on pense à un après 2030, il faudrait qu'on réclame un meilleur arrimage. Maintenant, les droits humains, qui doivent être au cœur des objectifs de développement durable, nous amènent une autre version du développement durable pour des organismes de solidarité internationale. Et nous, on parle maintenant de développement viable, c'est-à-dire qu'on doit, oui, entrer la culture, et je suis tout à fait d'accord avec M. Martel quand il dit on ne parle pas de croissance économique, mais on parle d'outils économiques, de permettre aux femmes d'avoir des entreprises. Donc, on parle d'être au service de la collectivité. Et évidemment, l'économie fait partie de nos vies. Or, les objectifs de développement durable n'ont pas permis d'apporter une critique profonde des grands systèmes économiques. Notamment au Canada, on est les champions de l'industrie extractive. Donc, l'industrie extractive est liée à la croissance économique. Et dans certaines régions du monde, nous, on le voit au détriment même de l'environnement local et des populations locales. Alors donc, comment faire en sorte qu'après, quand on envisage l'après 2030, pour atteindre tous nos objectifs, il faut un autre système économique global, revoir les bases du système économique et qui vont permettre d'inclure dans nos perspectives économiques, notamment au niveau des questions internationales, il y a de plus en plus de pays et de communautés qui réclament un financement de réparation. Parce qu'on a des... Pourquoi qu'il y a des changements climatiques? Qui en souffre le plus? Ben, le Canada est un grand pays qui a contribué au changement climatique, mais c'est les populations de nombreux pays des Suds qui en souffrent davantage. Alors, donc, il y a toute une... Il faut transformer profondément notre économie dans une perspective de développement viable qui inclut la nature et pas pour les 7 prochaines années, là, à perpétuité, parce qu'il y a des menaces qui entravent même l'avenir humain. Et là, on se retrouve dans un contexte où, au lieu de progresser en matière de droits humains, depuis quelques années, on assiste à une régression importante. Régression au niveau de la démocratie. J'avais beaucoup de statistiques, mais je ne rentrerai pas là-dedans.
Notamment en francophonie, on a vu que certains États ont reculé en matière de démocratie. Pensez au Mali, pensez à Haïti, juste ces deux exemples-là. Donc, dans des pays qui régressent au niveau démocratique, comment voulez-vous faire avancer les droits humains? C'est fondamental. On est dans un monde qui vit de plus en plus de conflits. Et ce qui se passe aux États-Unis a un impact majeur et les États, le Canada, l'Europe, sont en train de hausser leurs dépenses militaires. Si on hausse les dépenses militaires, ben, ça veut dire moins d'argent pour l'aide publique au développement, la coopération internationale, l'aide humanitaire. Ça veut dire aussi moins d'argent dans les services publics. Comment combattre l'itinérance? On n'investit pas massivement dans des logements sociaux abordables, etc. Donc, tout ça, c'est des vases communicants. Or, nous, notre réseau, on est profondément inquiet par, je pense qu'on ne peut plus penser le Canada, le Québec comme à part de ce qui se passe dans le monde. On est de plus en plus interreliés. Et si on veut atteindre nos objectifs de développement durable au Canada, au Québec et à travers le monde, il y a un grand enjeu de financement. Et cet enjeu-là est profondément bouleversé par ce qui se passe présentement et qui risque, c'est comme un espèce d'effet domino qui risque d'entraver la recherche universitaire, les services publics et certainement, nous, il y a un cri du cœur, l'aide publique au développement. Bon, USAID, la coupure, là, c'est 40% de toute l'aide internationale. Là, on a rétabli 18%, mais ce 18%-là est lié avec les nouvelles orientations des États-Unis. Donc, tout ce qui touche les droits reproductifs des femmes, qui est un enjeu majeur en termes d'égalité des droits des femmes, et tout ce qui touche la diversité non plus ne sera plus financé. Or, dans les objectifs de développement durable, un des objectifs au niveau de l'égalité, il faut qu'on parle de plus en plus de la diversité des genres. Il y a beaucoup de communautés qui sont profondément menacées et toute la communauté LGBTQI+, dans de très nombreux pays, est extrêmement ostracisée et les défenseurs des droits sont menacés et menacés de mort. Alors donc, dans quel monde on veut vivre? Alors, tout ça nous interpelle profondément. On doit donc, je pense, l'année prochaine déjà se voir pour penser à la période 2030. Il faut consolider une approche intersectionnelle des objectifs de développement durable. Euh, il y a une nature très interdépendante de tous les objectifs. Oui, il y a des groupes spécifiques. Nous, on a le secrétariat international de l'eau qui est membre de la COSI. Alors, évidemment, il participe profondément à l'analyse fine des enjeux liés à cet objectif-là. Mais cette question-là, elle est liée à la pêche, elle est liée aux droits des femmes, aux droits des communautés. Donc, cette approche globale, c'est une approche qui est porteuse d'espoir. Et nous, on croit profondément que l'humanité peut s'adapter à ça. Mais il faut accepter de faire des changements profonds. Et c'est des changements qu'on ne peut pas bâtir sans intersection entre nous, sans se parler entre nous, sans parler avec les villes, les municipalités, avec les entreprises, avec les universitaires parce que c'est la seule voie que nous avons pour faire face aux grands défis de l'humanité.
Merci beaucoup, Madame Asselin. Écoutez, vous avez, à travers vos réponses, vous avez soulevé plusieurs autres questions et enjeux. Écoutez, ce que je retiens notamment, c'est le fait que, effectivement, le concept de développement durable n'est pas irréconciliable avec l'idée de croissance. Donc, on n'est pas dans des théories aussi radicales, je dirais, que la décroissance, l'éco-socialisme, l'écologie sociale ou d'autres, où on remet de façon plus radicale en cause la question de la croissance économique. Donc, on est plus dans une espèce de réforme, si on veut, du système capitaliste avec lequel on doit composer. Mais je retiens quand même votre proposition d'apporter de grandes réformes au système économique international. Je sais qu'il y a une quatrième conférence des Nations Unies sur le financement du développement qui s'en vient en juin là, à Séville. On l'a évoqué il y a quelques instants, mais bon, enfin, je reste un petit peu conservateur sur les changements radicaux qui pourraient être impulsés après cette conférence-là. Mais dans tous les cas, je pense que vous soulevez effectivement un point qui est très important. Le capitalisme reste un méta-paradigme à l'intérieur duquel s'inscrivent la plupart des stratégies en matière de développement aujourd'hui. Donc, c'est difficile de se dissocier complètement de ce méta-paradigme. Par ailleurs, vous avez évoqué la question des droits humains que j'ai trouvé hyper intéressante. Pour rappel, la Charte canadienne et la Charte québécoise, c'est surtout des instruments qui codifient et qui constitutionnalisent ou quasi-constitutionnalisent des droits civils et politiques. Les desks sont assez absents de ces instruments-là. Même chose pour les droits de la solidarité, puis les droits pour les populations puis les groupes vulnérables. Donc, je pense qu'à quelque part, bon, je ne pense pas qu'on puisse modifier la Constitution canadienne, c'est pas pour demain matin, puis on sait tous et toutes à quel point c'est difficile d'apporter de telles réformes constitutionnelles, mais je sens qu'il y a quand même un décalage assez important entre les droits constitutionnalisés au Canada et par ailleurs les impératifs en matière de développement durable, puis l'arrimage entre l'agenda 2030 et certains droits économiques, sociaux et culturels et droits de la solidarité. Je retiens peut-être aussi la question de la protection des droits de certaines communautés marginalisées, dont la communauté LGBTQ, donc les minorités sexuelles. Effectivement, c'est un enjeu qui est difficilement abordable à l'international. On sait qu'il y a plus d'une soixantaine d'États quand même qui criminalisent encore l'homosexualité. Il y a plus d'une dizaine d'États où c'est la peine capitale tu sais, pour les personnes justement qui se livrent à des actes d'homosexualité. Donc, au final, je pense que c'est un immense défi aussi. Donc, c'est un chantier qui est à ouvrir. Et sur la question de l'après 2030, ben, je retiens le fait que dès l'an prochain, on devrait commencer à y réfléchir parce qu'effectivement, il y a des leçons à tirer. C'est la sixième stratégie onusienne et on peut juste espérer que la septième puisse tenir compte justement de ces leçons-là qu'on aura tirées durant la période 2015-2030. Donc, je me permets, Alors, euh, est-ce que je m'excuse, je voudrais juste préciser ma pensée sur la croissance parce que je voudrais pas mal représenter le point de vue de mon réseau. Nous sommes pour une limite d'une croissance économique à tout craint qui est en train de menacer la planète. Alors là-dessus, oui, et pour une critique profonde d'un système économique capitaliste qui amène des inégalités. Là où je voulais parler, c'est on ne va pas limiter les petites collectivités à leur propre croissance. Mais là, on parle d'une autre économie, une économie locale, par et pour. Et locale, ça peut être municipal aussi, et avec des entreprises qui sont plutôt dirigées par des femmes ou co-dirigées une autre forme d'économie. Alors, je voulais juste le préciser pour que ça soit plus clair. Je m'excuse. bon, pas de souci, merci pour cette précision. Ce qui m'amène peut-être à poser une dernière question à nos panélistes. Si le temps le permet, je me tourne vers Ashley. Est-ce que c'est bon? Je peux poser une dernière question à nos panélistes? Sinon que les panélistes sont disponibles, moi, je suis disponible. Puis je remercie les panélistes qui sont restés les 9 minutes supplémentaires. Vous pouvez, si vous voulez rester, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Merci. Parfait. Donc, justement, on en avait discuté au préalable lorsqu'on s'était réunis là, avant la table ronde d'aujourd'hui. Euh, je pense que, bon, au-delà d'un certain pessimisme ambiant, je pense que se pose quand même une question qui est celle
des avancées à moyen et long terme, puis l'importance qu'un programme comme l'Agenda 2030 ou le programme des ODD peut avoir. Donc, comment garder le cap puis allumer la flamme dans ce contexte-là de crise et de doute sur la réalisation de l'Agenda 2030. Donc, c'est une question commune que je me permets de poser à l'ensemble de nos panélistes. Puis compte tenu de l'heure, ben, je laisserai peut-être Ashley clore le panel aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on a du temps pour des questions du public, mais je me permets quand même cette dernière question-là générale à l'ensemble de nos panélistes. Donc, on va garder le même ordre. Donc, je me tourne vers Dr. Tremblay dans un premier temps. Merci. Elle est difficile, cette question-là de l'espoir dans le climat actuel, mais je dirais que David, on t'entend pas très bien. C'est comme si ah tu es un ouais, peu trop éloigné. désolé, j'essaie de rien bouger. Est-ce que ça va mieux? Un peu. Un peu, OK. Je vais essayer quand même de bien répondre. L'espoir, je la vois dans des journées comme aujourd'hui, quand on a des panels comme celui-là, quand on a des partages d'expériences, quand on a des nouvelles entreprises qui vont le mettre en œuvre, le développement durable ou les ODD, je m'accroche au positif beaucoup. Et honnêtement, depuis 2015, on a fait énormément de progrès. Il faut quand même le voir. On n'a pas fait tout ce qu'on voulait, mais on a fait énormément de progrès. Puis des fois, je le mentionne, en 2015, la charrue était devant les bœufs avec le programme des ODD. On n'était pas nécessairement prêt à tout mettre ça en œuvre au niveau de l'ONU, au niveau des États, au niveau des municipalités, etc. Et il y a tellement eu de ressources quand même qui ont été mobilisées depuis 2015 à travers la recherche, à travers les interventions, à travers des appropriations. Et là, tranquillement, je crois qu'aujourd'hui, les bœufs sont revenus derrière la charrue. Les bœufs sont revenus devant la charrue, excusez-moi, et qu'on fait quand même beaucoup de progrès. Il ne faut pas arrêter. C'est ça, il ne faut pas s'arrêter à- à- aux crises, etc. Il faut continuer à persévérer et il ne faut pas jamais baisser les bras et ne jamais abandonner. Merci, professeur Raja Osson. Pour mon mot de la fin, il va être très court là. Euh, je dis souvent là que ODD ou pas, donc ça pourrait être un autre cadre avec un vocabulaire commun, ODD ou pas, il faut agir. Donc c'est plus le moment en fait de remettre en question les besoins. Je pense qu'on les a bien documentés, les recherches, il y en a des centaines et des centaines qui démontrent l'importance de l'urgence à l'action. Donc là, c'est vraiment le temps à l'action. Donc, et pour la semi-bonne nouvelle, c'est que le coût de l'inaction aujourd'hui est tellement rendu de plus en plus élevé qu'on a peut-être potentiellement pas le choix, qui est la bonne nouvelle, d'agir. Donc, et je crois, en tout cas, j'espère que ça donne suffisamment de, on va dire, d'incitatif à agir et de façon plus sérieuse et plus structurante. Merci, professeur. Monsieur Martel? Je dirais que dans notre transformation, dans le contexte politique dans lequel on voit qui est très changeant puis très volatile, la science, elle, ne change pas. Et les constats sont toujours les mêmes. Alors, l'espoir qu'on parlait tout à l'heure de choses, tu sais, heureux sommes-nous d'avoir eu le plan 2030 parce on serait 17% peut-être en arrière encore, puis peut-être encore plus. Il y a déjà des choses qui se sont faites. Et en même temps, je pense que le moment actuel, c'est le moment où, des fois, quand on parle de bourse, quand c'est le temps, quand c'est le temps, quand la bourse baisse, c'est le temps qu'on achète. J'ai l'impression que quand ça devient difficile, c'est le temps que les convictions se mesurent, c'est là qu'on devient encore plus engagé. Et moi, je mets beaucoup d'espoir, surtout quand je le nommais tout à l'heure dans le chat, dans l'accompagnement humain, dans le fait de se rassembler. C'est ce qui me motive à toujours être là chez Evol, à continuer, puis être avec nos ambitions, puis nos convictions. Parce que c'est comme ça, c'est ensemble, c'est à force d'en parler, c'est des occasions comme on a là qui maintiennent l'espoir de dire que tout n'est pas parfait, mais qu'on est en route. Et à partir du moment où on marche, c'est parce qu'on s'en va quelque part. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Martel. Madame Asselin? Ben, je suis d'accord avec mes collègues panélistes. J'ajouterais à ce qui a été dit.
dialogue, mais dans le sens profond, se réunir, des réseaux différents, s'écouter, s'entendre et agir ensemble. Merci, Madame Asselin. Écoutez, merci à nos quatre panélistes. On avait prévu une période de questions pour le public, mais je pense que compte tenu du temps, il faudra peut-être trouver un autre moment pour discuter avec vous. Donc, encore une fois, je remercie le Réseau d'aider d'avoir organisé la table ronde. Je remercie nos quatre panélistes pour leurs brillantes interventions. Puis, Ashley, je vous redonne la parole pour le mot de la fin. Et j'en profite pour saluer l'ensemble des participants là, qui étaient sur Zoom aujourd'hui. Donc, ce fait un plaisir d'animer ce panel. Merci beaucoup, François, de ton animation. C'était super bon malgré l'introduction que tu donnais sur le fait que tu es plus prof que qu'animateur. Tu as très bien fait. Merci encore une fois aux panélistes. Je vais peut-être demander aux panélistes rapidement avant de quitter de peut-être mettre vos adresses courriels dans le chat. Comme ça, si les gens ont des questions précises pour vous, ils pouvaient rentrer en contact direct avec vous. Je vais partager mon écran très, très rapidement pour parler des activités à venir du réseau DD. Donc, on a deux autres activités qui restent dans le mois des ODD, le 25 mars, le développement durable et les conseils d'administration, et le 31 mars, quel lien entre le développement durable et l'innovation sociale. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ces activités s'ils vous intéressent. On a également un colloque du réseau DD à l'ACFAS cette année. Donc, si vous allez être à la FAS ou si vous pensez vous inscrire pour le colloque de l'ACFAS cette année, on va être là le 7 mai pour parler des ODD tout au long de la journée. Donc, c'est ça. Puis, je réitère ce que j'ai mis déjà dans le chat. Si vous avez un intérêt pour les activités sur les objectifs de développement durable, n'hésitez pas à devenir membre du réseau DD. Puis, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site web que j'ai partagé tantôt. Donc, merci encore tout le monde, les panélistes, l'animateur François, puis les participants. Et au plaisir de vous voir aux prochaines activités du réseau. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir tout le monde.